Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 20h14 sur Europe 1, Catherine, Olivier d'Artigol, Jules Torres et Louis de Ragnel sont autour de cette table pour commenter l'allocution du président de la République qui, comme prévu, qui n'a pas annoncé le nom du successeur de Michel Barnier. Ce Premier ministre sera annoncé dans les prochains jours dans un arc de gouvernement. Et le président de la République qui est revenu sur ces derniers mois et notamment sur la dissolution. Il a dit que c'était une dissolution qui n'avait pas été comprise, qui était de sa responsabilité. D'autres annonces également avec un projet de loi spécial qui sera déposé à la mi-décembre au Parlement avant le budget qui devrait être ficelé en tout début d'année. Et puis en ce qui concerne cette censure de Michel Barnier, Emmanuel Macron accuse l'extrême droite et l'extrême gauche de s'être unis dans un front anti-républicain. Les uns les autres, Jules Torres, Catherine, Olivier d'Artigol, Louis de Ragnel, peut-être en premier sur cette allocution où, comme prévu, on n'a pas eu de nom de Premier ministre, mais qui sera annoncé dans les prochains jours. Prochains jours, ça veut dire... dans le langage macronien, ça peut dire plusieurs semaines aussi. Bon, ce qu'on croit deviner, c'est que oui. Manifestement, ça attendra la réouverture de Notre-Dame. Oui. On n'a pas l'impression que ça arrivera avant, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore quelques heures. Non, le premier élément, on sait toujours pas pourquoi Emmanuel Macron a dissous. Il dit qu'il assume sa responsabilité. C'est vrai que beaucoup de gens auraient aimé savoir, et même ses propres troupes. Oui. Donc là-dessus, on n'a pas de réponse. Il a juste redit que de toute façon, il y avait la menace d'une censure à l'automne. Oui, qui a fini par se produire, de toute façon. Le deuxième élément, donc il fait le constat du désordre politique, bon très bien. Ensuite, il tire, mais à boulet rouge, sur le Rassemblement national. Je cite, les députés du Rassemblement national ont insulté leurs électeurs, donc je n'assumerai pas l'irresponsabilité des autres. Il parle encore une fois des députés du Rassemblement national. Il dit ensuite ils ont choisi le désordre et puis il s'adresse directement aux Français et aux électeurs du RN. Ils ne pensent pas à vous, ils pensent à l'élection présidentielle qu'ils veulent provoquer, précipiter. Donc voilà, on voit bien que Emmanuel Macron cherche à montrer le responsable de la situation pour Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national. Je termine d'un mot. Il y a un mot, je trouve, qui est intéressant et qui montre que, et il veut montrer Emmanuel Macron qu'il a pris conscience de la gravité du moment. Il dit, à partir d'aujourd'hui s'ouvre une époque nouvelle. Alors après, il la projette en expliquant qu'il va falloir faire des compromis, mais ça montre que, au moins, il a compris que la situation était extrêmement grave. Avant de donner la parole aux autres, je voulais qu'on accueille Éléonore Carrois. Bonsoir, vous êtes députée EPR des Français d'Amérique latine et des Caraïbes. Vous avez entendu l'allocution présidentielle. Qu'en avez-vous pensé, sachant que, j'ai envie de dire, c'est un peu fort de café du président de la République de dire certains sont tentés de me rendre responsable, l'irresponsabilité c'est celle des autres, les parlementaires, et en l'occurrence ce que vient de dire Louis de Ragnel, il tire à boulet rouge sur les parlementaires et notamment les parlementaires du Rassemblement national. Bonsoir, alors merci de m'inviter. Moi je trouve que l'allocution était très claire, très pédagogique. Il est revenu sur ce qui s'était passé au cours des derniers mois et c'était important de rappeler quelle est la séquence qui nous a mené à ce qui s'est passé hier, qui est quand même un événement historique. Et je pense qu'il a tout à fait raison de rappeler quelles sont les responsabilités des uns et des autres. On aurait bien aimé avoir plus d'explications sur sa dissolution, non, vous ne croyez pas ? Moi, je pense qu'il a quand même bien expliqué sa dissolution. Il a dit cette décision a peut-être été non comprise et il en prend acte. Il réexplique pourquoi ça lui semblait important. À un moment donné, il dit il faut continuer, il faut aller de l'avant et c'est très important de le faire. Jules Torres, une question pour Éléonore Carrois. Oui, moi je pense que Emmanuel Macron n'a pas été du tout dans l'explication ni dans la pédagogie, pour reprendre vos mots. Il est finalement, on le voit, incapable d'une quelconque introspection, c'est-à-dire que elle n'a été incomprise, c'est ma responsabilité. Ce ne sont pas vraiment des explications, non ? Non, si, il a quand même dit j'ai pris cette décision. Pardon, non, si, oui, ça. Mais en réalité, il dit j'ai pris cette décision. Bon, voyez, Éléonore Carrois, vous voyez bien que tout n'est pas clair. On est entre nous. Je vois bien que il y a juste 500 000 personnes qui nous écoutent. On est entre nous. Écoutez, ça sortira pas d'ici. J'ai dit tout parce que c'était inéluctable cette motion de censure. Si je ne dissolvais pas, c'est exactement ce que vous avez rappelé. Je prends ma responsabilité sur la dissolution, mais je vous ai redonné la parole et le vote. Et il rappelle que les Français ont voté massivement. Donc c'est de leur faute qu'il y a un chaos politique, en gros. Mais vous savez, c'est pas une question de faute, c'est une question d'état de fait.
Aujourd'hui, le fait qu'il y ait 11 partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, ça reflète la volonté des Françaises et des Français. Mais qui a fait cette élection, cette dissolution? Qui a provoqué la dissolution, pardon, Madame la députée? Et qui a décidé de la dissolution? Évidemment, c'est le président de la République. Pourquoi il l'a fait? Il faut rappeler qu'on n'avait pas de majorité depuis 2022 et que les LR notamment menaçaient d'une dissolution. Vous l'avez encore moins maintenant. Mais écoutez, quoi qu'il en soit, ce qui rappelle, et je pense que c'est très important, c'est voici l'état de fait dans lequel nous nous trouvons suite au vote souverain des Françaises et des Français. Avec cette situation qui est inédite, mais qui est la situation dans laquelle nous nous trouvons, constitutionnellement, politiquement, eh bien, il faut avancer. Et moi, je pense que c'est un message, il a terminé par un mot d'espérance. Je pense que c'est le message qu'il faut Vous retenir. êtes vous-même, Éléonore Carrois, dans l'espérance? Écoutez, moi, je pense qu'il faut l'être absolument, et surtout dans la, il faut dans la l'être, mais est-ce que recherche vous de l'êtes? solutions. Mais bien sûr, je le suis parce que moi, je crois en mon pays. Moi, je me suis engagée pour trouver des solutions pour mon pays, pas pour être dans le désordre et pour tout casser. Ça, on va pas avancer sinon. Merci beaucoup, Éléonore Carrois, d'avoir été en direct quelques instants avec nous sur Europe 1. Catherine Ney, il rend responsable quand même. Mais il dit qu'il a fait cette dissolution qui n'a pas été comprise. On me le reproche, dit-il, mais c'est un fait. Mais moi, j'ai donné la parole et vous avez aux Français et vous avez pris vos responsabilités. Donc, moi, je vous donnais la parole pour que vous votiez tous pour moi. Vous ne l'avez pas fait. Donc, vous avez voté une assemblée façon puzzle. C'est votre responsabilité. Et il y a certains partis qui ont opéré des désistements. Est-ce qu'il oublie peut-être de dire que c'est son parti à lui surtout qui a opéré les désistements. C'est ça. Bon, la deuxième chose qui est intéressante, c'est il félicite, il remercie Michel Barnier qui a beaucoup travaillé, qui est malgré les concessions, n'a pas été censuré. Alors certains sont tentés d'en me rendre responsable, c'est beaucoup plus confortable. Donc là encore, il s'exonère de toute faute. Voilà. Mais comment est-ce que vous appréciez, Catherine Ney, ce discours? Là, on a le verbatim, mais comment est-ce que vous, qui depuis quand même quelque temps observez le discours des hommes politiques, est-ce que c'est disruptif? Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est de mauvaise foi? Est-ce que c'est Non, c'est conforme à ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un président qui fait des choix et qui n'est pas tenté par l'introspection et le doute. Voilà. Et donc là, il n'est pas de mea culpa, quoi. Il faut s'y habituer. En tous les cas, il dit deux choses, c'est que lui, il a encore 30 mois, il a été élu pour 5 ans. Il y a le cap des 30 mois maintenant. Et qu'il va les garder. Moi, par exemple, il y a un mot qui n'est absolument pas dans son discours, c'est dette. La dette n'existe pas. Les 3300 milliards. Voilà, ça. Donc, il dit, il faudra pas d'impôts, faudra pas trop de normes. Enfin, là, il y a une petite critique sûrement de Michel Barnier, là, d'une phrase sur les impôts. Mais comment on fait? Comment on réduit les dépenses? Ça, il ne le dit pas. Il a même pas parlé de réduire les dépenses. Vous voyez, il a voulu rassurer, mais c'est rassurer et des annonces quand même avec ce gouvernement, dit-il, d'intérêt général. On écoute le président. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Olivier d'Artigol, c'est quoi? C'est un gouvernement idéal? Non, il n'a pas donné l'architecture politique de cette affaire. Emmanuel Macron peut-il changer? Non. Mais dans les conditions actuelles, c'est peut-être pas surprenant, mais assez dangereux. D'abord, un réquisitoire très sévère, chacun en a pris pour son compte, les forces politiques, mais y compris les électeurs. Il n'avance en rien son irresponsabilité concernant une dissolution sans raison sérieuse, avec en effet un petit tacle concernant le second tour. Avec sa formation politique, Gabriel Attal, qui a été très allant dans sa proposition pour un front républicain. Puis une seconde partie sur cette nouvelle époque, ces compromis nouveaux, ce calendrier à 30 mois, avec un passage très rapide sur les législatives dans 10 mois, mais sans qu'il n'inscrive très fortement le fait que les électeurs puissent reprendre la main sur une dissolution à l'été. Ça apparaît
peu inscrit à son agenda, comme si le pays pouvait s'inscrire d'un coup de baguette magique dans cet agenda des 30 mois, sans qu'il n'évoque le Front républicain, puisqu'il lui a réglé son compte au début de son intervention, et sans qu'on ne sache avec qui et dans un arc de gouvernement. Après l'arc républicain, ça ne veut rien l'arc dire. de gouvernement. Oui, le mot que je trouve intéressant, c'est sur le gouvernement resserré. Oui. Ça fait des années qu'on plaide les personnalités, les observateurs. On l'a dit sous Barnier aussi. Michel Barnier, il en a eu 39 et il en a rajouté 2 parce qu'il avait oublié les anciens combattants et un ministère au handicap. Donc un gouvernement resserré. On n'attend que ça, avec des grands rôles thématiques, des ministres qui ne servent pas à rien, des ministres qui n'ont pas de privilèges coûteux. Il n'y a jamais eu de gouvernement resserré ? C'est très rare. Je pense que depuis Pompidou, on n'a pas eu de gouvernement resserré. Pompidou, en 62, il en avait 16, avec des grands corps. Oui, donc depuis là. Alors moi, ce qui m'a personnellement, il y a beaucoup de phrases et beaucoup de mots employés qui sont assez étonnants. C'est quand il dit que les responsables politiques ne pensent qu'à l'élection présidentielle. On a envie de dire, ça a été votre cas aussi à une époque. Il fait le parallèle avec la nation. Il n'était pas élu parce qu'il a été ministre et il y a eu le trou de souris par lequel il est passé. Il y a en tout cas une charge envers les députés à la fois du RN, vous avez raison Louis de Ragnel, mais pas que. Il y a une charge pour les députés, d'une manière générale, en disant finalement ce ne sont que des carriéristes, ils ne pensent qu'à un agenda, c'est celui de 2027, au lieu de faire nation. On écoute justement. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi ? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Ça veut dire quoi, ça ? Il y a un jeu politique quand même, Jules Torres. Oui, Emmanuel Macron, il fait semble-t-il fi du résultat des élections législatives. Certes, il n'est pas d'accord avec la pseudo-extrême gauche et la pseudo-extrême droite, sauf que 20 millions de Français ont décidé de les porter en tête, en tout cas, des élections législatives. Le problème d'Emmanuel Macron, et c'est sans doute pour ça qu'on n'a pas d'explication de la dissolution, c'est qu'il n'arrive pas à expliquer pourquoi la structure aujourd'hui de la Macronie est sur une pente descendante. C'est-à-dire qu'il nous a pas expliqué pourquoi il a perdu les élections législatives de 2022. Il nous a pas expliqué pourquoi sa candidate fait le pire score pour une majorité aux élections européennes. Il nous a pas expliqué pourquoi il a décidé de faire une alliance, si je puis dire, contre nature de la carpe et du lapin aux élections législatives. Il ne nous a pas expliqué pourquoi on avait aujourd'hui une censure pour la première fois depuis 1962. Toutes les réponses que les Français attendaient ce soir, on ne les a pas eues. Donc Emmanuel Macron, il n'a cessé pendant cette allocution de rabaisser les autres, de vouloir se mettre au-dessus de la mêlée en dénonçant un front anti-républicain, en rabaissant les députés qui, eux, ne seraient que cyniques, alors que lui, ce serait évidemment un grand président qui pense à l'intérêt général. Honnêtement, je pense que les Français sont dégoûtés ce soir. On en parle encore avec Catherine et Louis de Ragnel, Jules Torres et Olivier d'Artigol.